directrice d'un CDT, donc la mission d'un organisme de tourisme comme le nôtre, c'est évidemment de valoriser le territoire sur lequel on travaille. Alors, notre territoire, comme vous le voyez, Val-de-Marne, est vraiment un territoire qui jouxte Paris. Donc on bénéficie complètement de l'éclat de la ville lumière, mais on est aussi un peu dans son ombre. Donc, pour nous, valoriser un territoire de banlieue comme celui-là, bien sûr, c'est non seulement valoriser les paysages remarquables, les monuments, les musées, les sites exceptionnels, tous les atouts touristiques qu'ont tous nos territoires. Le nôtre n'en manque pas, hein, comme je vous ai mis quelques exemples sur cette diapo, mais c'est aussi et avant tout pour nous valoriser les gens qui vivent et qui travaillent sur ce département de banlieue, c'est-à-dire valoriser le patrimoine discret du quotidien, les lieux de vie, l'échelle du quartier qui, à mon sens, l'échelle de l'habitant, c'est vraiment l'échelle de l'hospitalité. Donc le quartier, c'est quelque chose de très important pour nous. On considère donc les habitants, évidemment, comme une richesse et on s'appuie sur l'impact du témoignage pour développer des offres touristiques basées sur l'hospitalité. Donc je vais essayer de vous présenter deux exemples. Le premier, c'est celui des passeurs de culture et ensuite, je dirai deux mots de la démarche très particulière qu'on a sur les visites d'entreprise. Alors, le Val-de-Marnais, puisqu'on travaille avec les habitants, le Val-de-Marnais, comme le Parisien d'ailleurs, c'est un mélange de toutes les cultures du monde. Notre territoire est un territoire ouvert sur le monde, cosmopolite, c'est un vrai territoire de banlieue qui a une longue tradition d'hospitalité et de terre d'accueil des exilés politiques, aux migrants économiques, aux réfugiés, enfin voilà, on vient du monde entier et toutes ces histoires de migration participent à faire du Val-de-Marne ce qu'il est aujourd'hui. Donc pour développer un tourisme qui s'appuie sur les habitants, forcément, il y a pour nous une histoire de migration à raconter, et je dirais même des histoires de migration, puisque chaque histoire est unique, et donc des parcours de vie, on s'appuie sur des parcours de vie. Donc en 2017, on s'engage dans une démarche qui implique les habitants issus de l'immigration, qui s'appelle le projet Passeurs de culture. Alors, ce sont donc des habitants qui sont arrivés à un moment sur le territoire, qui ont été accueillis par le Val-de-Marne et qui souhaitent aujourd'hui accueillir le monde. Alors je ne sais pas, Saskia, si on est dans le don contre don, mais il y a quelque chose comme ça quand même de forme de double hospitalité, une hospitalité du territoire et eux souhaitent aujourd'hui, et l'hospitalité des habitants du territoire. Alors, comment ça marche ? C'est un partenariat qu'on a développé donc, avec l'association Bastina, qui est une association de tourisme équitable et qui est vraiment la cheville ouvrière du projet. Et puis, il y a tout un tas de partenaires. En 2017, il y avait le Musée d'Histoire de l'Immigration, l'INALCO et l'Université Paris-Descartes. Pour tout vous dire, Saskia Cousin est quand même sacrément à l'origine de ce projet. Donc, concrètement, comment on a fait ? On a identifié des Val-de-Marnais qui étaient volontaires pour participer à l'aventure. Donc on a lancé un appel à candidature qui était ouvert à tous, quelle que soit la nationalité, l'âge, l'histoire, le nombre d'années de présence sur le territoire. Donc on a eu 12 habitants d'une grande diversité de pays qui se sont engagés dans le dispositif. Alors, c'était quoi devenir passeur de culture ? Ils ont commencé par suivre une formation en partenariat donc, avec l'Université Paris-Descartes. Ils ont assisté à des cours du Master 2 d'anthropologie de Saskia, donc vous voyez comment c'était quand même passionnant. Ils ont participé à des ateliers de recherche dans des lieux qui ont été associés au projet. Donc on a embarqué des musées, les archives départementales, un tas d'acteurs du territoire. Ensuite, il y a eu une phase de repérage sur le terrain, sur leur commune, pour construire le parcours. Et ce qui était intéressant, c'est que tout ça, ça s'est fait avec les étudiants du master d'anthropologie. Et donc, il y avait des binômes pour construire les parcours sur le terrain. Et les passeurs de culture emmenaient les étudiants dans leur quartier. C'était l'occasion pour eux de leur faire découvrir leur environnement.
Alors, le produit qu'on construit à partir de tout ça, ce sont donc des déambulations urbaines, accompagnées par un passeur de culture, qui favorise vraiment les rencontres au travers de récits qui mêlent à la fois le récit personnel du passeur de culture, mais aussi tous les gens qu'il a envie de nous faire rencontrer dans son quartier. Ça peut être des commerçants, des associations qui sont engagées sur le quartier. Enfin voilà, ce sont ses propres figures du quartier, je dirais. Et donc, ça illustre aussi comment tous ces parcours enrichissent notre territoire. Donc en 2017, on a 4 parcours qui voient le jour, que vous avez là. Ces parcours, on les commercialise sur notre plateforme Explore Paris, donc 12 € par personne. Et surtout, les passeurs de culture sont rémunérés pour chaque balade qu'ils accompagnent. Donc les commentaires et les avis qui sont laissés sur notre plateforme nous ont incité à continuer l'aventure. Et donc, fin 2021, on a relancé une deuxième session de passeurs de culture pour créer des balades sur d'autres quartiers. Donc là, on a eu 15 volontaires, 7 qui guident effectivement 4 nouveaux parcours que vous voyez. Donc là, c'est avec l'Université de Paris, la Sorbonne, avec l'IREST, qu'on a poursuivi. Donc, alors, si je fais un petit bilan de cette expérience, je dirais que les points positifs. Alors, pour les passeurs de culture, évidemment, c'est une expérience qui est très, très bénéfique. Ça leur permet donc de s'approprier l'histoire du territoire, parce qu'ils se documentent beaucoup aussi, et ça permet à certains de retrouver une dynamique, une estime de soi que parfois ils avaient perdue. Et il faut savoir que plusieurs des personnes qui ont participé au dispositif en 2017 ont vraiment réussi à faire valoir cette expérience et leur implication dans le projet. Et du coup, certains qui n'avaient pas de papier en ont obtenu, parce que c'était quand même un signe je dirais, d'ancrage sur le territoire, voire ont trouvé du travail. Enfin, une expérience très bénéfique. Alors, pour les équipements culturels qu'on a associés, je dois dire que là, ça a été une vraie surprise. Ils se sont complètement saisis de ce sujet et ils ont développé des projets qui nous dépassaient d'ailleurs avec les passeurs de culture. Un exemple, l'écomusée de Fresnes avait une exposition qui s'appelle Cuisine et descendance, sur la gastronomie du monde entier. Et du coup, ils ont créé un produit touristique où, après l'exposition, il y avait une balade avec le passeur de culture dans Fresnes, balade qui tourne beaucoup autour de la gastronomie. Et à la fin, tout le monde se retrouvait pour déguster les plats préparés par le passeur de culture. Donc ça a vraiment ancré les équipements dans le quartier, ça les a ouverts complètement sur le quartier. Alors pour nous, l'avantage, c'est aussi qu'au-delà d'avoir des passeurs de culture, ce sont devenus des vraies personnes ressources, des vrais ambassadeurs, on les mobilise souvent, et c'est vraiment des gens très motivés avec lesquels on travaille sur beaucoup de projets. Alors, les difficultés du projet, c'est l'engagement quand même que ça demande aux habitants, parce que c'est pas toujours facile d'aller suivre des cours, de s'impliquer comme ça, c'est quand même un gros engagement. L'autre difficulté, c'est que c'est la contrepartie du fait que c'est un projet qu'ils valorisent beaucoup après. Du coup, quand ils passent à autre chose, souvent ils ne sont plus passeurs de culture, parce que tant mieux, finalement. Ils font autre chose de leur vie. Mais du coup, nous, on perd toute cette ressource et en gros, il y a la moitié qui ne continue pas. Et par exemple, la balade qu'on avait développée sur l'Aïle des Roses, aujourd'hui, elle n'existe plus. Et puis, il y a des villes qui ne veulent pas de ce type de projet. Ça, c'est aussi un frein auquel on est confronté. Et puis aussi, parfois, on a eu du mal à installer cette offre dans le paysage parce que notre plateforme Explore Paris, elle s'adresse beaucoup aux habitants. Et parfois, les habitants nous disaient « Mais pourquoi je vais payer 12 € pour découvrir mon quartier ?» J'ai l'impression de le connaître. Donc, il a vraiment fallu qu'on mette du temps, et ça a mis du temps, mais finalement, c'est une offre qui s'est bien installée dans le paysage Val-de-Marnais.
Alors je passe maintenant très rapidement sur la deuxième expérience parce que c'est des choses qui sont plus simples sur la façon dont on développe les visites d'entreprise. Parce que ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment à aller vraiment au-delà de ce qui se fait habituellement. C'est souvent les visites d'entreprise, c'est de l'artisanat, de la gastronomie, dans des entreprises qui sont organisées pour recevoir du public. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de montrer la réalité du travail au cœur des ateliers, au cœur des bureaux, au cœur des laboratoires, enfin voilà, y compris au sein de toutes petites et moyennes entreprises. Donc en fait, on a une démarche très pragmatique qui consiste à dire aux chefs d'entreprise, on va pas perturber la production, on veut pas d'investissement particulier, on veut pas de mise en scène, pas de création de parcours de visite, enfin voilà, on veut que ce soit le quotidien. La seule chose qu'on exige, c'est que la visite soit guidée par un salarié. Voilà, il faut que ce soit quelqu'un qui est présent, qui a les pieds dedans, on va dire, et qui aime les échanges avec les visiteurs. Donc en fait, c'est l'entreprise qui décide des dates, de la fréquence, des jauges. Alors pour tout vous dire, parfois on va nous dire, bah, ok, moi c'est que 2 fois par an, et puis c'est 3 personnes, pas plus parce que je ne peux pas en accueillir plus. Soit on va mettre 2 dates avec 3 personnes. Pas de souci, on s'adapte à l'ensemble du dispositif. Évidemment, on s'occupe, nous, de tout le reste, la communication, la gestion des inscriptions, le suivi client, etc. Et cette souplesse, en fait, encourage vraiment les entreprises à ouvrir leurs portes. Alors, rapidement, les points positifs, c'est que les entreprises nous font confiance parce qu'elles disent « vous n'êtes pas là pour vous faire de l'argent sur notre dos ». Vous acceptez nos conditions, la gratuité leur tient souvent à cœur. Pour eux, c'est quand même une action de communication importante. Je donnerai un exemple, on a une entreprise qui fait de la levure, qui est connue dans le monde entier, mais parfois il y a des effluves dans le quartier qui ne sont pas agréables, et c'est vrai que le fait d'ouvrir ses portes permet à l'entreprise de faire comprendre aux habitants, aux voisins, tout le process de fabrication et pourquoi il y a des odeurs de temps en temps et du coup c'est important et l'entreprise est mieux acceptée. Voilà. C'est une action qui est évidemment valorisante pour les salariés qui sont très fiers de parler de leur travail et du coup c'est un peu un cercle vertueux. Alors les freins, juste pour terminer, pour nous ça prend beaucoup de temps quand même de convaincre les entreprises. Les visites, exiger qu'elles soient guidées par les salariés, ça fait que c'est souvent des visites qui ont lieu, enfin toujours des visites qui ont lieu sur le temps de travail, donc plutôt en semaine, plutôt voilà, aux horaires de travail, donc ça induit un public d'étudiants, de jeunes retraités, enfin voilà, ça limite le public. Et puis pour nos groupes par exemple, finalement il n'y a pas tant d'entreprises que ça qui peuvent accueillir des groupes. Voilà, donc en conclusion, juste pour revenir sur ce que disait Pierre ce matin, je dirais que ces 2 exemples d'offres touristiques sont effectivement des produits qui ne sont pas des produits habituels du marché touristique. Ça nécessite un investissement humain très important. Les marges de distribution voilà, sont très limitées. Et comme on ne veut pas en faire des produits haut de gamme, mais des produits pour tous, voilà, économiquement, c'est pas du tout des choses rentables. Et je pense que du coup, sans l'implication humaine et financière d'un organisme tel que le nôtre, c'est des choses qui ne verraient pas le jour. Et je crois qu'on a aussi tout notre sens dans ce type d'action.